distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, je réponds au nom de Mina Wabifo. Je suis vice-présidente pour le développement régional, l'intégration et la prestation de services à la Banque de développement africaine, ADB. C'est mon réel plaisir de vous accueillir à cette réunion en marge par l'Agence française de développement, AFD. Je suis honoré d'être modératrice des discussions de ce matin et aujourd'hui, nous allons entrer dans les rôles des institutions financières locales qu'on appelle LFS pour l'accès universel. Recall that the AFDB Group and the World Bank Group hosted an African Heads of States Energy Summit last month in Dar es Salaam, Tanzania, with the objective of seeking collaboration from governments and partnerships from MDBs, financial institutions, bilatérales et les philanthropes pour 300 millions d'Africains d'ici 2030. Cette initiative a été nommée comme la mission 3 millions ou M3 millions. C'est très inspirant de voir un groupe de représentants des institutions financières, de partenaires au développement et des secteurs de l'énergie. Votre présence aujourd'hui réaffirme votre engagement pour accélérer l'accès à l'énergie et pouvoir avancer le développement durable en Afrique. Mesdames et messieurs, l'écho du sommet de l'énergie en Afrique en Tanzanie résonne encore, nous rappelant du besoin urgent d'accélérer les progrès pour l'accès universel à l'énergie pour améliorer les conditions de vie des populations. Le but de pourvoir 300 millions d'habitants africains à l'accès d'ici 2030 est presque... Donc là, ça demande l'innovation et aussi le partenariat fort. Le sommet solidifie un moment très important de Dar es Salaam et la déclaration par les chefs d'État et de gouvernement pour accélérer les réformes de politique, travailler pour l'intégration régionale et l'accès à l'électricité, des solutions pour l'acquisition. Pendant les sommets, 12 pays avaient présenté donc le pacte national d'énergie détaillant donc de voies pour l'expansion de l'énergie, des politiques et des réformes réglementaires pour les services utilitaires. La Banque mondiale a annoncé son engagement de 30 milliards, l'AFD 18 millions et la Banque de développement islamique 2,7 millions et la Banque asiatique de développement entre 1 et 1,5 millions et les fonds et l'AFD 1 milliard d'euros. Aussi, les fonds de garantie avaient lancé, bien sûr, donc, la facilité en monnaie locale pour mobiliser 5 milliards pour faciliter les projets d'accès en Afrique en finançant de PME dans le secteur de la redistribution et l'énergie. Total Energy a aussi donc commis aussi à peu près 5 millions pour le réseau. Il faut savoir que le secteur privé a l'engagement pour accompagner les pays à réaliser leurs ambitions dans cette initiative. Et pendant les sommets, donc les fonds des Afiri, donc soutenus par l'AFD, la Fondation Rockefeller et l'AFC, avaient été donc lancés pour centraliser cette énergie renouvelable. La réunion sur les rôles des institutions financières locales pour débloquer l'accès à l'énergie doit bâtir sur l'allure que nous avons connue à Dar es Salaam pour jouer les rôles que le LF joue dans les résultats concrets sur terrain. Les institutions financières sont le sang de l'économie pour comprendre donc le contexte et ils sont essentiels pour mobiliser les capitaux et aussi l'entrepreneuriat et les projets durables, l'amener jusqu'à l'échelle
Pendant qu'il y a eu de grandes réalisations pour élargir l'accès en Afrique, il y a des grands défis qui demeurent. Donc le financement est un goulot d'étranglement, particulièrement pour des solutions donc, au réseau électrique. Les modèles de financement traditionnels ont des difficultés pour pouvoir répondre aux besoins des communautés locales et des petits projets. C'est là que les institutions financières locales peuvent jouer un rôle transformateur. Je suis sûr qu'en travaillant ensemble, nous pouvons débloquer les potentiels pleins des institutions financières locales pour être des catalyseurs de changements transformateurs. Prenons cette opportunité de réaffirmer notre engagement, de pouvoir renforcer nos partenariats et accélérer les progrès. Merci beaucoup. Now, I'm pleased to introduce... Je suis fier de pouvoir présenter ce que j'ai donné, c'était l'allocution introductive. Alors, vous allez applaudir pour notre Tamila Lanumbi qui est donc directrice. Elle va partager ses aperçus sur l'importance des mécanismes financiers pour réaliser l'accès à l'énergie universelle. Leurs Excellences, honorables ministres, collègues, merci beaucoup de votre présence. Je suis contente. Donc, la Banque de développement de l'Afrique australe et la Banque d'investissement d'infrastructures d'avoir organisé conjointement cette réunion. Donc, l'énergie durable pour tout le monde, l'AFD, l'ONU et beaucoup de parties prenantes ont des ambitions communes pour accélérer l'accès à l'énergie universelle en Afrique. Nous partageons que l'énergie, c'est même le sang pour le développement, l'épine dorsale pour la croissance économique et la transformation sociale et les fondements à la résilience climatique, malgré que les institutions financières, particulièrement les banques de développement multilatéral, les banques commerciales et les partenaires, donc jouent un rôle important pour accélérer l'accès à l'énergie. Pour réaliser l'accès à l'énergie, ce n'est pas la tâche seulement des institutions financières. Nous avons besoin d'une grande collaboration du gouvernement, des investisseurs privés, des partenaires au développement et des philanthropes pour débloquer le plein potentiel de l'investissement énergétique dont on a besoin pour le pays à moins et faible revenu. Mesdames et messieurs, nous voyons déjà comment nos partenariats privés, publics et philanthropiques sont en train de jouer sur les solutions d'énergie propre. Comme ma collègue l'a dit, l'une des initiatives ambitieuses dans le secteur que j'aimerais souligner, c'est la mission 300 000, l'initiative par la Banque mondiale et pour connecter 300 millions d'habitants africains donc d'ici 2030. Alors, une fois de plus, avec donc la Banque de développement africaine et Rockefeller Foundation et donc l'Alliance globale donc pour l'énergie durable pour tous travaillent ensemble pour faire avancer et mettre à l'échelle l'investissement et aussi pour l'expansion et aussi sur les renouvelables et centraliser les renouvelables. Et particulièrement, je suis encouragé par la lutte créée par les partenaires pour que cette mission 300 000 que nous avons entendue à la conférence de Dar es Salaam, selon moi, la mission 300 000, ce n'est pas seulement donner l'accès aux gens et les connecter donc juste pour les chargeurs, mais c'est donner aux gens la chance pour augmenter leur productivité et améliorer leur vie. Alors, pour illustrer mon cas, Clear One Access donc, est dans la consommation de 200 000 de kilowatts par personne par heure, alors que la consommation mondiale est 3 000 plutôt kilowatts. Quand nous parlons de la transition, nous disons nous devons aider les gens, nous devons nous rendre de la qualité de cette énergie est importante. Cette fracture est importante que nous devons améliorer les moyens de vie
Et nous ne devons pas être satisfaits en donnant des solutions pauvres à ce que nous appelons les pauvres. Nous devons chercher à résoudre les défis par rapport à l'accès à l'énergie avec l'engagement de donner l'énergie pour que tout le monde puisse vivre une vie productive. C'est la raison pour laquelle la mission 300 000 a profité donc des décideurs politiques africains et aussi utilisé les développeurs africains travaillant bien sûr avec les parties prenantes telles que les institutions financières internationales dans le processus de la mise en application. Mesdames et messieurs, alors nous travaillons avec nos partenaires pour que le projet d'électrification est plus résilient au marché, aux volatilités du marché et aussi lié aux conditions locales. Nous sommes donc en avant, par exemple, du financement local pour soutenir ce que l'AFD est en train de faire, mais nous cherchons des voies et moyens pour atténuer des risques associés avec des fluctuations monétaires et aussi qui constituent des grandes barrières pour l'investissement à long terme dans ce continent. Ceci aussi renforce les rôles des institutions financières locales et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici et aussi le marché capital pour soutenir les secteurs de l'énergie. Pour vous donner un exemple, dans mon pays, le Nigeria, nous avons distribué l'énergie renouvelable en travaillant avec Africa 50 et les fonds souverains du Nigeria et aussi les fonds de pension du Nigeria pour établir un fonds pour les distributeurs de l'énergie. Nous tirons parti à peu près 700 000 distributeurs du projet Stella, qui est le projet de la Banque mondiale avec le gouvernement sud-africain pour l'électrification. Alors, cette coalition, nous travaillons avec les banques multicollatérales. Cela peut être adapté aussi dans d'autres pays. Je crois, ce que j'aimerais dire que si nous ne prenons pas nos différents pays au sérieux, nous n'avons pas le marché de capitaux, être impliqués dans les solutions, nous n'allons pas réaliser notre mission 300 000. Dans 5 ans qui nous restent d'ici 2030, en termes de l'horizon de l'ODD, nous devons vraiment aller loin dans notre ambition, accroître notre localisation et accélérer les résultats ensemble et éradiquer la pauvreté énergétique. Ça ne doit pas être quelque chose qu'il faut juste avoir, mais ça doit être primordial. Alors, nous avons un grand défi devant nous, mais nous devons travailler en collaboration. Je suis sûr qu'avec le partenaire dans la salle, nous pouvons reconnaître que nous avons besoin de la collaboration pour promouvoir des solutions de l'énergie durable, mobiliser les financements et améliorer le partage d'informations pour avoir un impact significatif dans les secteurs. Un autre exemple, c'est ce que l'AFD est en train de faire dans la plateforme numérique en Afrique. Pour terminer, j'attends les discussions et les délibérations que nous allons avoir aujourd'hui, que nous allons accélérer les actions pour nous rassurer que tout le monde et partout où il est peut vivre une vie en dignité. Merci de nous avoir écoutés. Yeah. Thank you, Damilola, for those. Merci beaucoup pour ces remarques. Nous sommes contents d'apprendre le partenariat et les possibilités qui existent. Maintenant, nous avons un groupe de panélistes distingués. Chacun d'eux a l'expérience dans le financement de l'énergie ainsi que le développement. Je vais présenter mes panélistes. Si je vous présente, vous allez juste lever votre main. Les noms sont déjà projetés. Madame Neri Kamari, elle est directrice exécutive du fonds de Trade Investment. Elle est en charge des relations au sein de la Banque de Trade dans la mobilisation des ressources pour le financement au développement. Nous avons aussi Madame Sacha Cook qui est responsable développement durable à Standard Bank et il a l'expérience dans la structuration qui comprend aussi bien sûr dans le cadre de la banque. Elle venait juste de faire un deal et je pense que ce deal est en rapport avec ce que nous allons parler. Nous avons Madame Hélène Demact, présidente et fondatrice de Gaia Impact.
une firme dans le venture. Nous avons aussi Madame, Monsieur Andrew, qui est PDG de mission, accélérateur de mission 300 000. Il est en charge donc de la mission pour soutenir l'investissement afin d'élargir l'accès à l'énergie à travers l'Afrique. Et enfin, pas le moindre, nous avons Mademoiselle Yakviga Semikolonova, qui est gestionnaire pour l'Afrique, à la Banque mondiale pour l'Afrique australe et de l'Est. Une fois de plus, nous allons accueillir nos panélistes. Ma toute première question va s'adresser à Mary. Marie, les banques de développement privé jouent un rôle crucial pour développer l'accès financier. Étant donné l'échelle de l'investissement, quel instrument spécifique financier peut utiliser les banques publiques pour mobiliser beaucoup plus de capitaux, et comment important est le financement local pour débloquer l'échelle dans les solutions énergétiques? Bonjour à tous. Merci, Madame Néné, pour la question. Ce matin, nous avons commencé avec aux alentours de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Mais de l'autre côté, du revers de la médaille, 1 milliard de personnes qui manquent ou du moins n'ont pas accès à la préparation propre. Alors, pour que nous puissions atteindre les ODD 17, nous avons besoin d'un financement et nous devons donner des exemples comment nous avons pu atténuer ou contribuer à cela. Alors, avec le quantum qu'il faut pour réaliser notre objectif, il nous faut des instruments différents, innovants pour atteindre ces objectifs. Et nous, en tant que groupe, nous étions en mesure de financer et intervenir à travers la chaîne des valeurs et la génération. Et nous avons eu beaucoup d'opportunités dans la transmission et la distribution. Comment l'avons-nous fait? Et bien sûr, on ne sait pas le faire de nous-mêmes. Le partenariat est clé. Nous avons cofinancé quelques projets dans les pays. Les projets principaux, comme vous le savez, Madame Néné, nous travaillons déjà ensemble. Un projet au Kenya. Mais beaucoup plus important, récemment, nous étions en mesure d'avoir beaucoup de solutions innovantes de la Banque mondiale. Pour le moment, mon voisin, ici, on parlait ici des solutions innovantes que nous apportons, où nous étions en mesure d'avoir des financements spécifiques ou des instruments de la Banque mondiale. Actuellement, nous avons autour de 1,5 milliard de dollars de la Banque mondiale dans le même secteur d'énergie et qui est très important. Et nous avons eu l'argent qui est concessionnel, bien sûr, et aussi nous avons eu des fonds consistants. Alors, la question que nous nous posons ici, pour dire que l'argent est disponible, mais le déploiement, bien sûr, reste encore un problème. Alors, ce que nous avons conçu en tant que TDB, nous avons été innovateurs. Nous avons assisté à un véhicule qui s'appelle TDF, qui est aussi notre fenêtre de la Banque mondiale, pour être en mesure de considérer l'étape du développement de projets. Nous étions en mesure de travailler avec la banque pour financer ce projet. Et bien sûr, on ne peut pas ignorer le partenariat qu'il nous faut avec le gouvernement. Le gouvernement est très important pour apporter un environnement propice. Et l'instrument que vous questionnez, oui, bien sûr, les instruments existent, mais la question, c'est comment. Concernant les monnaies locaux, c'est très important. Nous étions aussi en train de mesure de donner des bons locales pour financer les projets, bien sûr, qui ont besoin de la monnaie locale. Et nous étions en mesure de donner des bons ou des locales et participer aux transactions au niveau local, utilisant bien sûr les monnaies locales des États membres. Merci. Merci beaucoup, Marie, pour votre information. Nous sommes
content d'écouter de ce que fait le groupe TDB dans cet espace. Maintenant, je vais donner la parole à Sacha. Sacha, nous savons très bien que peu importe le besoin urgent de financement des secteurs privés dans l'accès à l'énergie, les banques locaux jouent encore un rôle intéressant. Quelles sont les barrières ou les obstacles qui préviennent l'accès et comment est-ce que les risques et les demandes peuvent être atténués? Quels sont les produits que TDB a développés pour encourager les institutions locales pour investir dans la transition énergétique? Bonjour à tous. J'ai comme l'impression qu'il y a eu plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer de les adresser. Alors, nous allons commencer avec les obstacles qui nous arrêtent ou qui préviennent les banques à investir beaucoup plus dans les secteurs privés, dans ces secteurs. Alors, je crois que les barrières, les obstacles clés peuvent inclure les défis de facilitation, les politiques à long terme qui soutiennent la mise en place et aussi privatisent les énergies. Alors, si je considère les succès que nous avions eus en Afrique du Sud et aussi l'énergie renouvelable, ce programme, c'est un bon exemple de réussite ici. C'est essentiellement un processus qui est conçu à attirer l'investissement privé dans les secteurs de l'énergie renouvelable et qui est accompagné par des ressources intégrées qui mettent en place les plans à long terme énergétiques de l'Afrique du Sud. Et très récemment, nous avons vu une augmentation du seuil de 1 MW à 100 MW. Et ça, c'était une ouverture fondamentale qui a facilité et qui a débloqué l'investissement du secteur privé dans ce secteur. Et nous avons vu des exemples incroyables. En tant que banque, nous avons mis un cible pour nous de 3 ans, de 2022 à 2024. Et nous avons mis un cible de 65 milliards de dollars pour des REND pour financer des nouvelles capacités de renouvelables. Il y a eu des exemples, surtout dans l'industrie lourde, des secteurs comme les mines, où nous avons soutenu des clients comme Nordam, c'est une entreprise minière, une autre entreprise minière de charbon pour financer le projet d'énergie décentralisée, que ce soit au solaire. Et l'autre réussite pour le contexte sud-africain, c'est là où le gouvernement a intégré l'énergie des batteries en un programme de renouvelables pour soutenir et aussi la fourniture d'énergie. Et nous avons aussi financé 2 de ces programmes. Alors la stabilité financière, c'est un autre défi. Et je crois que les risques et les financements, ça peut être réparti en plusieurs façons quand il s'agit des défis de la monnaie étrangère. Il y a des défis en termes des profondeurs, des capacités financières, surtout dans la monnaie locale. Nous devons développer, bien sûr, ce financement de monnaie locale pour, bien sûr, prévenir les structures du dollar et la capacité de financer au-delà de 7 ans. C'est aussi un défi dans la plupart de ces marchés. Et aussi, l'autre aspect ou l'autre défi est que nous sommes une banque commerciale. Et bien sûr, quand il s'agit de crédit, ça devient un grand défi. Alors, je vais bien sûr parler des autres questions brièvement, juste rappeler à tout le monde. L'autre question, c'était quels sont les risques. Je crois qu'on en a parlé à un niveau. La réglementation politique, l'incertitude politique et les risques environnementaux et sociaux. Je crois que c'est important dans cet espace, particulièrement du point de vue social, le besoin de l'engagement communautaire intensif et où nous cherchons à mettre en place des solutions. L'autre risque particulièrement qui est pertinent du continent, du contexte sud-africain, c'est le manque de l'investissement ou la transmission de l'investissement de l'infrastructure pour investir dans cette infrastructure dans le contexte sud-africain à cause des contraintes de capacité. Il y a des zones où la capacité peut-être malheureusement n'a pas pu être mise en place à cause... alors, juste pour parler des autres solutions potentielles, qu'est-ce que nous pouvons faire pour atténuer ces risques et ces défis?
En fait, ceci va peut-être ressortir dans la plupart des discussions, mais je crois que le meilleur usage du financement emprunté que nous utilisons souvent, et je pense que cela a beaucoup de déblocages, la capacité de se débarrasser des différents risques qui sont associés à ces projets et apporter ou amener des partenaires qui ont l'appétit de mandat pour atténuer les risques et travailler ensemble, c'est très important. Et absolument, nous travaillons avec les DFI et les NDB et il y a ce sont des produits importants qui sont disponibles comme solution. Par exemple, les garanties, nous avons eu des opportunités de co-investissement, les financements equity qui soutiennent ces transactions, les risques d'assurance. Je crois que ça, ce sont des choses importantes. Et je pense qu'une des choses clés ou un dernier point que j'aimerais soulever, sur lequel nous avons parlé avec Hélène, c'est le besoin de comprendre les nuances locales, les solutions. Une solution qui marche dans un pays, ce n'est pas nécessairement un copier-coller qui va marcher dans un autre pays. Et je crois que le besoin pour une compréhension sont les défis locaux et qui sont les acteurs, les partenaires qui peuvent débloquer et atténuer ces risques, c'est aussi important. Merci beaucoup, Sacha, pour cette contribution. Bonjour, Hélène. En tant qu'investisseur impactant, vous avez été très engagé dans le financement d'équité pour les projets énergétiques. Comment est-ce que vous évaluez l'évolution du marché et quel rôle peut jouer les marchés ou les capital risques pour investisseurs? Merci beaucoup. Merci, Nina. La question ici pour moi spécifiquement, c'est comment est-ce que le public et les institutions privées ensemble contribuent pour réaliser la mission 300 ou l'agenda? Quel est le modèle le plus réussi de collaboration pour optimiser globalement? Mon objectif ici, c'est de trouver des meilleures façons pour soutenir les entreprises locales qui vont contribuer au développement économique du continent. Commençons de bas à haut. Mettre en place les entreprises. Alors, les récentes années, la situation dégradante microéconomique a provoqué une croissance le flot de capitaux de l'énergie en Afrique. D'ici, particulièrement, ont diminué à cause de l'instabilité politique et économique, la fluctuation de monnaie et aussi les défis de sortie. Et tous ces facteurs ont augmenté les écarts de financement. L'équité devient rare. Et ça, c'est sérieusement limite des DRI, les secteurs décentralisés des énergies renouvelables. Alors, le rôle des fonds privés, c'est de financer l'innovation au début et aider les entreprises à être prêts pour l'investissement pour les fonds DE ou DF. Alors, c'est avec cet objectif à l'esprit que j'ai lancé Gaïa Énergie Impact Fund en 2016. Et notre objectif à Gaïa, c'est de créer une transition énergétique en Afrique en soutenant des entrepreneurs. Et nous leur soutenons avec l'assistance technique et stratégique et nous les apportons des capitaux pour leur parcours dans la mise en échelle. Et je suis très fier ici d'avoir levé des capitaux des entreprises comme Schneider Electric et aussi European Family Offices. Mais honnêtement parlant, ça n'a pas été une tâche facile parce que l'investissement en Afrique est considéré au risque par les investisseurs privés. Alors, le meilleur instrument qui pourrait tirer parti des financements privés comme Gaïa Énergie attire beaucoup de capital et met la mise en échelle et le financement mélangé. Et le troisième, bien sûr, pour souligner. Alors, les outils pour atténuer les risques apportés par les banques de développement privées ou les philanthropes comme le financement concessionnel, la garantie partielle, peut jouer un rôle majeur pour mettre un effet
de tirer parti sur les capitaux de risque comme Gaïa, par exemple. Alors, dans notre cas, en tant qu'investisseur d'équité, ça pourrait être très additionnel à deux niveaux, au niveau de financement et aussi au niveau de l'entreprise. Alors, au niveau des fonds, nous avons eu l'expérience d'énergie co-gérée, une énergie numérique lancée par l'AFD pour sélecter et soutenir les entreprises dans les secteurs d'énergie, passant par le processus de numérisation. Alors, c'était nécessairement un modèle catalyseur pour soutenir les entreprises locales. Au niveau de l'entreprise, j'aimerais juste ici terminer en partageant deux exemples sur des entreprises de portefeuille pour illustrer l'importance des finances mixtes. Alors, je vais parler bien sûr des EasySol au Sierra Leone. Il y en a peut-être d'entre vous qui connaissez. Ils sont atteints aux alentours de 1 million de bénéficiaires. Ils ont 400 points de vente en Libéria et leur impact est grand sur les femmes, les jeunes et l'emploi. Ils sont aux alentours de 20% de partage de marché. Ils atteignent leur cible en mobilisant les capitales privés et philanthropes. Et l'entreprise a besoin des options dédiées des financements comme le programme AFBF, les financements mixtes, parce qu'ils sont clés pour atteindre l'accès mondial et maintenir les opérations impactantes avec plusieurs ou des centaines d'emplois locaux. L'autre exemple, le dernier, c'est l'efficacité de l'énergie au Nigeria. L'équipe ABPS a commencé au Nigeria, un pays où la distribution d'infrastructures amène à des délestages d'électricité. Le Nigeria est la moitié de la génération, bien sûr, du diesel qui est utilisée à travers l'Afrique et peut-être plus. BPS adresse ces questions avec des données innovantes ou des solutions centrées sur les données. Alors, ils apprennent à commencer à zéro pour des réseaux de numérisation pour permettre aux utilités d'élever des millions de dollars. Alors, le financement d'utilité, c'est un point important de l'agenda énergétique d'Afrique pour soutenir la mise en œuvre de ces partenariats publics et privés. Le secteur public doit prendre le relais. Le financement mixte est clé pour accélérer le partenariat, en commençant bien sûr par la mise en œuvre pour mettre les effets. Et la pauvreté en Afrique, pour s'éradiquer, a besoin d'efforts de plusieurs partenaires, les gouvernements nationaux, les institutions de développement, les communautés, les sociétés, les organisations de la société civile, ainsi que les entreprises. Je suis juste en train de parler de la Banque mondiale. Alors ici, j'ai l'ambition de jouer mon rôle et collaborer avec tous les acteurs pour apporter des outils de financement mixte. Et je crois que c'est comme cela que nous pourrons atteindre 300 millions de bénéficiaires d'ici 2030. Je vous remercie. Merci, Hélène, pour votre perspective. Alors, en tant que directeur de mission 300, comment est-ce que l'initiative est en train de soutenir la mission 300 Agenda? Quel est le rôle que les banques nationaux et de développement jouent pour mobiliser les investissements qu'il faut? Et comment est-ce qu'ils peuvent être autonomisés pour soutenir les plans d'électrification? Vous avez posé beaucoup de questions importantes et j'aimerais d'abord adresser l'éléphant dans la salle qui est bien sûr l'arrêt de l'investissement étranger qui a été annoncé par le Royaume-Uni hier. Alors la raison pour laquelle je souligne ceci, c'est parce que ceci rend ce sommet très très important. Alors l'USAID, je crois que les 3 années, ils se sont focalisés sur les efforts localisés et il y a eu des programmes et beaucoup de ressources qui est possible dans les institutions locales. Et j'étais toujours très critique. Ce n'est pas parce que c'était important. Ma réponse était de qu'est-ce qui va se passer si cet argent de l'USAID disparaît, ou nous allons mettre en place des implémenteurs locaux et que les financiers ou les donateurs ne sont pas là. Alors maintenant, nous voyons ceci
la réalité. La chose la plus importante que nous pouvons faire, c'est soutenir les banques de développement dans les pays parce qu'ils sont conçus pour être durables. Ils sont conçus pour se rassurer qu'il y a le financement disponible. Et cela doit être la leçon majeure pour tout le monde. Et que nous, en tant qu'institution publique, en tant que des pays donateurs, en tant que philanthropes, nous faisons tout ceci, que nous pouvons soutenir des banques, des développements nationaux et même les INDB et aussi des TFI doivent apporter le financement aux banques de développement national, pas dans une manière où ils vont se faire de l'argent, ou les DFI et les NDB, mais ils doivent apporter des capitaux à moins cher pour les institutions publiques pour profiter de l'argent qu'ils reçoivent des contribuables dans leur pays, se rassurer qu'ils sont en train de bâtir des institutions à long terme et durables. C'est comme cela que nous pouvons réaliser la mission 300. Mission 300, c'est pour apporter 300 millions des Africains aient accès à l'électricité d'ici 2030. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes n'ont pas accès à l'électricité? Des 6 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité, aux alentours de 78%, ils ne peuvent même pas payer les 5 dollars par jour, ou même payer un système solaire. J'ai parlé de 5 dollars par mois pour un système solaire à la maison. Alors nous devons aspirer à un niveau élevé des pierres 4, au niveau 4, au niveau 3, 5. Nous devons nous rassurer quand même qu'il y a tout le monde a eu de la lumière et peuvent charger leur téléphone. J'ai peut-être besoin d'une grande maison. Nous devons nous rassurer comment nous pouvons arriver au financement, les coûts de financement. C'est là où nous voyons les banques multilatérales et jouent un rôle pour apporter un financement à moins cher. Mission 300, nous voyons un engagement de jamais vu pour apporter un financement à moins cher entre ce soit la résilience et les fonds durables. Nous voyons à 30 à 40 milliards de dollars des capitaux et ça peut être des argents, des fonds qui sont déjà, mais vu de la Banque africaine et la Banque de développement, nous avons besoin de plus. La philanthropie, ça vient des financements, des fondations Rockefeller, les gens qui travaillent pour l'énergie renouvelable pour tous. Et nous voulons les projets qui font la Banque du monde mondial et la Banque africaine de développement pour apporter de l'électricité à 300 millions d'Africains. Alors, ce que nous faisons en tant qu'accélérateur, nous faisons plusieurs choses. Apporter l'assistance technique pour nous rassurer que la Banque mondiale et la Banque de développement africain peuvent livrer leurs projets. Ils ont un portefeuille, ils ont aussi plusieurs projets. Nous savons bien sûr où les choses se bloquent pour plusieurs raisons. Des fois, c'est le gouvernement lui-même qui n'a pas nécessairement les personnes qu'il faut à la place pour mettre en œuvre le projet. Alors, nous avons mis en place un programme où nous espérons bien sûr aider des personnes pour que le gouvernement ait plusieurs personnes. Ça, c'est juste une petite partie. Nous apportons une assistance technique pour aider le gouvernement à voir comment faire l'expansion, comment faire la distribution des kits. Mais nous comptons sur nos collègues, les officiers gouvernementaux qui sont sur le terrain, les banques mondiales, la Banque de développement africaine, les collègues sur le terrain pour nous dire ce qu'il faut pour nous rassurer que ce projet avance. Alors, nous devons réduire le coût de financement. Mes collègues de la Banque mondiale, peut-être ils l'ont mentionné, mais rapidement, je vais dire, même avec l'AFC, nous travaillons sur des voies pour réduire le coût des capitaux en créant, bien sûr, un fonds d'équité pour que la plupart de ces grandes entreprises, que c'est difficile pour eux de se mettre en échelle parce qu'ils n'ont pas les capitaux dont ils ont besoin. Mais si nous pouvons les apporter ces capitaux et les investissements équité, ça peut leur permettre de faire l'approvisionnement pour diminuer le prix, mais aussi avoir ce capital de travail. Alors, il y a des défis que j'ai vus. Honnêtement parlant, je crois que la plupart des philanthropes et les gouvernements se focalisent beaucoup plus sur la planète, pas sur les personnes. La plupart d'argent va dans ce qui va être l'industrialisation verte d'un pays ou tel autre. Nous focalisons d'abord à apporter l'électricité à ces 600 millions de personnes avant de réfléchir à la planète. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir grand, mais nous devons mettre de l'argent là où nous savons que nous allons avoir des résultats. Il n'y aura pas de transition énergétique si les gens n'ont pas l'accès à l'électricité. Si vous considérez des pays comme le Nigeria, où vous voyez 10 fois
plus le niveau d'électricité qui est produit des gensets qui est n'importe où, parce que les gens trouvent l'électricité de n'importe quelle source. Nous devons focaliser les gens, focaliser à donner l'électricité aux personnes. C'est là qui va nous amener à réaliser nos objectifs et nos ambitions climatiques. Merci. Merci Andrew d'avoir souligné ces défis et opportunités, ce qui doit être fait ou pas. Yat Viga, vous êtes le dernier, mais certainement pas le moindre. Autour de 30 milliards de dollars pour investir. La Banque mondiale et la FDB sont des acteurs clés. Quelles sont les innovations financières sont cruciales pour accélérer l'électrification et comment est-ce que le partenariat entre le gouvernement et les secteurs financiers débloque beaucoup plus de financement pour les initiatives d'accès à l'énergie? Merci, Néné. Comme vous, Demilola et Anti venez de dire, l'objectif ici, c'est de connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030. Ça ne peut pas être fait seulement avec les fonds publics. Ce qui veut dire que le secteur privé doit aussi jouer son rôle. Et pour que les secteurs privés s'engagent à l'échelle dans l'espèce énergique, ils auront besoin d'aide, ils auront besoin d'équité, et c'est là où les institutions locales financières entrent en jeu, parce qu'ils apportent les crédits dans la monnaie locale, mais néanmoins, il y a un espace pour une innovation financière parce qu'une fois de plus, pour qu'elle puisse mettre à l'échelle si rapidement et livrer beaucoup, on doit réfléchir beaucoup. Il faut qu'il y ait beaucoup de partenariats parce que les institutions commerciales d'eux-mêmes ne seront pas à mesure, bien sûr, d'entrer dans ce marché. Alors le gouvernement doit travailler en créant des incentives pour les secteurs financiers pour faire quelque chose qui est propice. Et c'est là où nous entrons en jeu. C'est un changement complet et comment est-ce que le secteur réfléchit et comment ça marche. Il y a 10 ans, si vous parlez aux entreprises locaux, s'ils aimeraient entrer en partenariat avec les banques commerciales locaux, ils vont dire non parce que ça coûte trop cher. Et la raison, c'est parce que les banques locaux n'ont pas compris les affaires, le modèle d'affaires. Ils n'ont pas compris les risques. Alors, tous ces instruments financiers ou les produits qui étaient offerts, c'était soit trop cher ou demander des collatéraux que quelques personnes ne pouvaient utiliser. Mais si vous parlez au gouvernement et dit, alors si nous créons une ligne de crédit qu'on va canaliser dans vos banques de développement, dans les banques commerciales, et aussi les entreprises locaux pour incentiver l'accès, ils vont dire pourquoi est-ce que nous devons utiliser notre argent pour de nos secteurs privés. Ils doivent apporter leur propre argent. Alors cet état d'esprit a changé complètement. Et ce que nous observons sur le terrain, c'est la collaboration entre les secteurs financiers et aussi les institutions locaux ainsi que le gouvernement. Et nous qui essayons de rassembler tout le monde et ressortir avec des nouveaux modèles de travail. Et je peux vous donner quelques exemples. Nous avons commencé à travailler au Malawi pour faciliter la participation des secteurs privés dans cet espace avant 2023. Et quand nous avons considéré, nous avons dit, créons les fonds qui vont aider cette industrie de laiterie pour avoir accès. Parce que l'accès au Malawi, c'était 40%. C'était le pays plus faible dans l'électricité en Afrique. Alors quand nous avons constaté le problème est que les entreprises devaient importer des systèmes payer en dollars, mais vendre en kwacha dans le marché local, et le kwacha était déjà en train de perdre sa valeur. Alors tous ces systèmes n'étaient pas abordables parce que les entreprises étaient dans le prix des dépréciations était très élevé. Alors la manière dont nous avons conçu le fonds avec le gouvernement était que nous allons donner dans la monnaie locale aux entreprises, mais aussi permettre le paiement de dollars. Et cela a permis la diminution du coût de l'assistance par 30%, et ce qui a boosté les ventes immédiatement. Et nous avons vu qu'il y avait un écart d'abordabilité. Et vous pouvez juste atteindre la population urbaine, mais ça n'arrivait pas dans les milieux ruraux. Et c'est là où nous avons besoin
de ce genre de financement, surtout la subsidiaire des consommateurs. Alors le problème, c'est que nous avons introduit dans les entreprises et que vous allez avoir une subsidiaire pour le système que vous êtes en train d'installer, mais vous devez l'installer, nous allons vérifier, et une fois que vous vérifiez, vous allez recevoir cet argent. Alors, ces prêts dans la monnaie locale, les paiements aussi des dollars, plus les financements autour des résultats, ceci a bien sûr augmenté le marché des tueries au Malawi et maintenant c'est le marché qui a grandi le plus rapidement en Afrique. C'est parti des 14% jusqu'au-delà des 26% aujourd'hui. Alors, une autre manière de collaborer avec mon ami ici, Marie, qui était très humble en parlant des choses que nous faisons ensemble. Nous avons juste lancé ensemble la facilitation des dettes qui est régionale pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, où nous allons donner des prêts à différents pays, des différentes monnaies, mais c'est comme un seul parapluie. Si une entreprise travaille entre plusieurs pays, ils ne doivent pas aller dans plusieurs endroits pour chercher les financements. Et c'est qu'Andy disait en travaillant avec lui et aussi le secteur privé, cherche à complémenter cela avec une facilitation équité, que ce soit régionale. Alors les entreprises qui travaillent dans différents pays et l'équité, et en addition qui travaillent avec la banque où nous avons lancé la facilité. C'est régional, ça va vraiment amener un grand changement dans cet espace. Si j'étais une entreprise travaillant dans plusieurs pays, je ne peux pas avoir des facilités différentes. Il y aura juste donc une facilité à base des résultats pour que les pays puissent dépenser là où ils sont et aussi pénétrer les nouveaux marchés. Ce que nous sommes en train de penser, donc en tant que TDB Bank, c'est aussi entrer dans l'espace du crédit carbone. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui n'a pas été vraiment puisé. Alors, nous voulons utiliser donc cette technologie de faire le suivi donc à distance et de pouvoir comprendre ce qu'ils ont utilisé, notre facilité à base des résultats et agréger ça dans les différents portefeuilles. Nous allons donc trouver des acheteurs pour le crédit et cela élimine bien sûr les coûts donc des transactions pour aller chercher les acheteurs pour leur petit portefeuille. Nous devons agréger donc le travail au niveau de portefeuille et ceci se passe donc pour avoir les opportunités qui peuvent donc accélérer bien sûr les résultats en Afrique. Pour répondre à votre question, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de potentiel. Et nous voyons que cette collaboration entre les institutions financières locales, le développement et les banques de développement, il y a beaucoup d'espace pour vous tous de participer dans ça. Merci. Merci beaucoup pour ces péripéties. J'aimerais demander à tout le monde de pouvoir acclamer à nos panélistes d'avoir partagé leur expertise. Comme nous tendons vers la fin de cette session, et je suis fier d'inviter M. Ontraom, PDG de Global Energy Alliance for People and the Planet, pour donner son allocution de clôture. Bonjour tout le monde. C'est une bonne chose d'être là. J'aimerais d'abord commencer par vous remercier tous, panélistes. Donc, c'est un privilège de faire partie donc de ces sommets où nous réunissons avec une vision partagée pour voir les changements significatifs dans le secteur de l'énergie. Au Forum mondial donc de l'énergie, notre mission était claire, donc d'accélérer l'énergie de transition et l'accès à l'énergie d'ici 2030. Pour réaliser cela, ça va demander des actions. Donc le partenariat privé, public, philanthropique et le secteur privé joue un rôle pivot donc en étant en avant des investissements catalyseurs et en acceptant de projets bancables et aussi
créer des opportunités pour tous. L'accès à l'électricité est un facteur de la croissance économique ainsi que de moyens de subsistance, alors que le financement international joue un rôle important dans le progrès de l'électrification, mais l'investissement domestique est le pilier donc d'investisseurs. Par exemple, donc l'électrification de l'Inde était donc mise en avant par donc le capital local. Les grands exemples, c'est Deutsche Vietnam qui s'est focalisé en octroyant de l'électricité aux villageois gratuits. L'Afrique du Sud a aussi mobilisé les capitaux locaux pour distribuer les énergies renouvelables. En 2013, à peu près 14 milliards de dollars ont été investis dans les producteurs d'énergie renouvelable indépendants. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud parle d'un pipeline de 50 kW d'énergie propre. Avec cette expérience, les institutions financières locales sont des partenaires fiables et il y a une raison pour ça. Alors, c'est aux institutions financières locales parce qu'elles comprennent très bien le marché, leur proximité aux usagers. Alors, ces banques sont positionnées de manière particulière pour permettre aux gens d'accéder à l'énergie durable et fiable et propre et qui aide aussi à créer les emplois et réduire les écarts. Le Banque de développement public joue aussi un rôle indispensable dans les dérisquages d'investissement et aussi les partenariats publics et privés. Ils sont la pierre angulaire de la souveraineté financière et de développement africain. Donc, ils ont un rôle important de mobiliser les ressources locales et aussi de risquer la participation du secteur privé et aussi l'énergie et le financement. PDB sont indispensables à cet égard. Donc, ils détiennent la clé au développement pour que ces institutions aient les outils et les connaissances pour le financement des projets d'énergie renouvelable. C'est pourquoi nous sommes fiers de travailler avec le département d'amener les fonds publics au Nigeria, par exemple. Et la raison pour laquelle nous voulons travailler avec les institutions financières locales en Amérique latine à travers la coalition de l'énergie universelle, la Banque mondiale, l'ADB et Elena. L'Alliance est en partenariat avec beaucoup de parties prenantes du secteur privé pour débloquer les financements et créer des projets qui sont prêts pour être dans lesquels il faut investir. Nous travaillons dans les secteurs pour débloquer les barrières en ce qui concerne le financement à l'énergie renouvelable. Beaucoup d'investisseurs étrangers sont hésitants pour pouvoir investir dans le pays à faible et moyen revenu à cause du manque de développement du marché et jouent. Institutions build their capacity and create a pipeline of bankable projects. And now there's Mission 300. Africa accounts for 80% of the world's unelectrified population, with nearly 600 million people still without access to electricity. The path to universal electrification in Africa will be defined by homegrown financial solutions, innovative partnerships, and unwavering commitment, and we stand ready to support this transformational journey. That is the reason why we are immensely proud to work with the World Bank, the African Development Bank, Sustainable Energy for All, Rockefeller, and others, and on this important initiative. In Nigeria, InfraCredit and Sovereign Investment Authority are playing a pivotal role in unlocking capital for energy access. Meanwhile, the Southern and Eastern African Trade and Development Bank's regional facility in Comesa is mobilizing resources to expand electrification across multiple countries.
These institutions, along with other local financial actors, are critical pillars of the Mission 300 effort, ensuring that financing reaches the communities that need the most. Our work with InfraCredit and TBD are only the beginning. As such, we are very excited to announce that the GIAP and AFD Group are collaborating to mobilize up to $5 million to elevate the role of the local financial institutions in accelerating clean energy access in Africa in line with the Mission 300. This collaboration will begin with a $1.3 million pilot TA grant from GIAP to be complemented by the lines of credit from the AFD Group. Through this partnership, we will support African banks to offer the financing required to scale up clean energy solutions and create new market opportunities for Africa. This will demonstrate the power of blending philanthropic capital with development finance to bring clean energy solutions to underserved regions. This collaboration between GIAP and AFD demonstrates what is possible through radical collaboration, joining the growing momentum among partners supporting Mission 300. GIAP and AFD Group's joint investment directs both technical and financial support to public and private development banks in Africa. While we made significant progress with Mission 300, it is clear that we still have a lot of work to do, and we need to continue building this momentum, strengthening financial systems, and scaling up clean energy solutions. The pathway forward requires continued and radical collaboration across sectors, regions, stakeholders, public, private, and philanthropy. Thank you very much, and good morning. Thank you very much. Next, let us welcome Monsieur Rémi Rux, the CEO of Agence Française de Développement, for his closing thoughts. Bienvenue. Thank you so much. Good morning, everybody. A few closing remarks. First, as the chair of Finance in Common, to really warmly thank you all for being here. Thanks to the partners and the panelists and to all of you in the room. Thanks to DBSA and AIIB for providing this unusual place, fantastic place for an unusual event, coalition, partnership. I carefully listened to the panel, especially to what Andrew said, and I think we're all struck by a sense of urgency and responsibility. We need to implement very rapidly the commitments that were made. Otherwise, this, I would say that the twin resentments we all feel rising will happen and gain ground. Especially we are in Cape Town here in Africa. So let's really do our best to avoid that and to do it. And we need ambitious and innovative partnerships, of course, to do it. And I really I'm here to commend the beauty and the importance of Mission 300. I was in New York last September. Many of you were already there for the launch. There was the Global Leadership Council of GIAP at that time. Damilola, Andrew, Wu Chong were there. And then we were in Dar es Salaam a month ago. Many of you reminded us of this special and very important summit. We were obliged now because so many heads of state convened for this Africa Energy Summit for this very difficult issue that is challenging for all of us, that is energy access for 300 million people in sub-Saharan Africa by 2030. So thanks to the World Bank, to the African Development Bank, the Rockefeller Foundation, SC4All, and GIAP
for having started this momentum, and we cannot have a clearer political guidance than the one that was set in Dar es Salaam. So there was New York, there was Dar es Salaam. Cape Town has to be the third step before others to implement this initiative. Of course, not a political step, a step between professionals, technicians, wondering, well, how to be up to that task. And I heard from colleagues on the panels that there are many challenges, of course, that we have to surpass. AFD, colleagues in the room, we want to do as more as we can, of course, in the area, the field of constraints we're already also in. So we pledged in Dar es Salaam for $1 billion of our own financing in the framework of Mission 300. So it's a 50% increase per year. So it's not a given. And Pauline, we will have to do it, but it will not be enough, of course, by far. And so the message here in Finance in Common, like Wu Chong just said it before me, is there are resources, but we need to find the instruments, the collaboration, so that we can mobilize them. And these resources, of course, and expertise, capacities are at national, at local level. And we need to find a way, innovative way for them to be empowered and play their full role in supporting SMEs, entrepreneurs, developers, sustainable infrastructure for long-term success. So really, Finance in Common is about empowering, recognizing, mobilizing not only national development banks, but also sub-national, because sometimes those are at the last mile when there's a massive market failure. Sometimes are this kind of institution, of course, put them on the spotlight, help them increase their capacities, diversify their financial, technical instruments, so that they can play their role in our common endeavor with multilateral international partners. And of course, for the governments, they have to set a clear and ambitious mandate to their own institution following the policies they declared in Dar es Salaam and set with this level of ambition. So, and in Africa, you know, there are about 100 public development banks. It's only 2% of total assets in the world on the balance sheet of these institutions. So we have to make them grow, and we have very valid partners in this ecosystem, BOAD, CDG in Morocco, well, DBSA here in South Africa, TDB, well, you know many of them. Let's trust them, let's accompany them for them to provide their contribution. This is precisely, and that's my last remark, action. This is what we have decided to do together with GIAP and SE4All. And I want to thank Wu Chong and Damilola for their trust. So we will join forces, not exclusively, of course, with all willing parties on behalf of AFD. With GIAP, we will strengthen the capacity of local financial institutions to finance energy access projects, helping, and their capacity to help developers structure bankable projects. So it's really about technical assistance that is so much needed at ground level. And with SE4All, it's really about supporting the entrepreneurial ecosystem, and especially the offtake risk was mentioned in their capacity to partner with public power utilities, which is often a challenge and a problem for private investors. So I stop here. We will do the signing if I'm right, but that's already an achievement by Finance in Common. And of course, all the remarks will be factored in the conclusions. And of course, beyond these
sessions. I invite all of you in the corridors, on the sidelines, to do as many deals, as many actions as possible. This is what is expected from us. Thank you very much. Thank you very much. We're coming quickly to the close of this session. But before we conclude, I'm very pleased to announce the signing of 2 partnership agreements in support of the Mission 300. The first one is a declaration of intent with C4All to support digital innovation in Nigeria's energy sector. And the second one is a declaration of intent with GIAP, focusing on mobilizing local financial systems, SMEs, and the entrepreneurial ecosystem for energy access. So both agreements will be signed with the Agence Française de Développement.